Vous avez besoin de louer ou d'acheter un véhicule commercial. Pensez Beauce Auto Ford à Beauceville, votre centre Ford pro. Camion ben, remorque, unité mobile, camion nacelle. On a tout pour relever les plus gros défis. Et attention, on est les seuls dans Chaudière-Appalaches autorisés à vendre, entretenir et réparer les fameux F650 et les F750. Passez nous voir au 405 boulevard Renault, Beauce Auto Ford, le vrai partenaire des pros. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue. Mon invité a marqué le monde des communications au Québec depuis plus de 50 ans. Il a été à la fois animateur de radio, lecteur de nouvelles, animateur de télé, chauffeur d'autobus, arbitre au hockey, peut-être même au baseball et fonctionnaire. C'est à la radio cependant qu'il a eu son impact le plus retentissant, dominant partout où il a pris un micro, peu importe les conditions dans lesquelles il a travaillé, et Dieu sait qu'il y en a eu des moins faciles. Les auditeurs l'ont toujours trouvé et retrouvé avec un plaisir renouvelé. Mon intention aujourd'hui est de faire le tour complet de sa vie professionnelle. J'espère que vous avez quelques heures devant vous, Monsieur André. Bonjour André Arthur, comment allez-vous? Bonjour Gilles. Penses-tu vraiment que les gens, ça va les intéresser de connaître mes petites histoires? Aucun doute. Aucun doute parce que je pense qu'on ne sait pas tout. Puis on n'a pas l'intention d'aller dans la vie si personnelle parce que c'est pas ni ta tasse de thé ni la mienne. Mais oui, je suis sûr que ça intéresse. Puis en même temps, j'avais peur que tu me dises, Christy, sens-tu ma mort? C'est le genre de choses qu'on peut se faire dire. Je l'ai fait avec Régent Tremblay. J'ai eu un plaisir à le faire. Et c'est comme vous, André, un conteur, puis un gars d'anecdotes. Fait que je sais que je pense que ça va être intéressant. Ce sera aux gens de juger, toujours pareil. Hein? Okay. On présente ça, puis on part avec ça. À nos risques. Moi, je voulais le faire avec Régent Tremblay, je l'ai fait, je voulais le faire avec toi-même. La première question, partons avec ça, plaçons ça, parce qu'il faut aviser les gens qu'on va peut-être faire quelques séparations, quelques sections, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Jusqu'où on doit remonter, André, pour mieux comprendre les chemins que vous avez ensuite parcourus? Quand est-ce que ça commence? J'ai toujours pensé que je gagnerais ma vie à m'exprimer de quelque façon. J'ai toujours eu cette impression-là. Ça s'est concrétisé au début de l'adolescence, quand mon père a mis un dictionnaire français dans les chiottes. Et où on s'amusait à apprendre des mots de vocabulaire. OK. Et plus tard, je me suis rendu compte que si j'avais eu quelques succès, c'est parce que j'avais une certaine capacité de m'exprimer. Et ça allait bien avec le fait que j'avais une bonne mémoire. À la maison, on était persuadé que la mémoire, c'est un muscle. Okay. Et que plus on en fait de l'exercice, plus on va le développer. Par exemple, s'il y avait des temps morts à table, au souper, mon père allait probablement régulièrement nous écrire 5-6 mots avec des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui? Et quelques minutes après, il disait, numéro 3, c'est quoi? Table, c'est quoi? C'est numéro 2. OK. Puis, ça, à quel âge as-tu à ce moment-là? Jeune adolescence. OK. Et, ça t'emmerdait pas pour vrai à l'époque? Ben oui, je le trouvais fou. D'ailleurs, moi, je suis comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, puis je suis persuadé que quand mon père frappe 50 ans, que c'est une négligence de ne pas le faire enterrer, parce que, tu sais, t'es jeune. Mais ça a eu de l'effet. Ça a concrétisé mon goût d'expression, peut-être même mon goût de vendre. Okay. Je pense que je me définis parfois comme un vendeur. OK. Alors ça a déterminé une certaine curiosité, puis tout ça. Ensuite, la job la plus importante qui m'a formé pour le restant de mes jours, c'est d'être un arbitre de sport. Ah bon? À ce point-là? Oui, parce que l'arbitre de sport n'est pas payé pour avoir raison. Il est payé pour avoir le dernier mot de façon crédible. OK? Ouais. Donc, tu développes une mentalité comme quoi je l'ai vu, je le sais, je l'ai dit, écœure-moi pas. OK? Et... c'est vrai qu'on reconnaît un peu de ce que vous avez pu donner. Absolument. Non, oui. Je disais vers la fin de ma vie radiophonique, c'est pas votre opinion que je veux. Je m'en fous de votre opinion, je pense que la mienne est meilleure. Mais si vous avez quelque chose à m'apprendre que je ne sais pas, vite, communiquez. Quand
durant mes études, je vois arriver l'Expo 67. Je décide d'aller travailler là. Et j'ai une entrevue Pour faire quoi? N'importe quoi, d'abord qu'on travaille? Non, je voulais être guide, une espèce d'hôtesse mâle. Et je cherchais cette job-là, et il y a des entrevues. On nous convoque à Montréal, et on fait une entrevue. Et êtes-vous bilingue? Je dis oui, c'était pas tout à fait vrai, mais ça s'est développé plus tard. Et blabla, et blabla, et blabla. Puis je vois que manifestement, je suis un parmi d'autres, là, puis je suis pas même certain que je vais scorer soudain. Mm-hmm. Un des membres du panel, je suis pas capable de me rappeler de son nom, il dit, vous êtes arbitre de hockey? Je dis, oui, je fais ça depuis l'âge de 17 ans. Vous êtes embauché. Oh! Vous êtes quelqu'un qui est habitué de prendre des décisions rapides et de ne pas revenir en arrière. Merci. C'est un bel enseignement, pareil. Et ça a été la plus belle job de ma vie. L'été 67 va toujours être pour moi le plus beau moment de ma vie. C'était-tu une rencontre humaine constante? C'était bouleversant de voir le monde entier se donner rendez-vous au Canada. À l'occasion, c'était un centenaire, là. Oui. À cette occasion-là, j'ai eu 3 mois dans un pavillon du thème, L'homme interroge l'univers, et 3 mois plus particulièrement aux visites d'État et aux VIP. Oh. Donc, je prenais un VIP et je le gardais avec moi pendant 2-3 jours. Je restais en uniforme, je le faisais passer en avant des queues, puis je le présentais aux guides locaux, puis bon, tu sais, un peu service de protocole. Et j'ai rencontré en 3 mois plus de monde intéressant que j'en ai rencontré du restant de mes jours. En brodant un peu en anglais, parce que j'imagine... Leonard Bernstein, Hugh Hefner, quand même. la famille du président Johnson, le président de la Chine de Taïwan, le président de l'Islande, dont j'oserais pas prononcer le nom. Non. M'avait frappé, lui. C'était un monsieur qui faisait à peu près 6 pieds 5, à peu près 250 livres, à peu près 80 ans. Et on avait un pavillon qui s'appelait L'Homme et la Mer, à l'intérieur duquel il y avait une section qui était une maison sous-marine organisée par Cousteau. Et il y avait des plongeurs et des plongeuses. Et je vois le président qui regardait ça, l'œil un peu pétillant, et qui me dit « André, voulez-vous me rendre service? » Ben oui. Ah oui. Cette jeune femme, quand vous la verrez, voulez-vous lui dire qu'elle a des jambes magnifiques? La plongeuse. L'avez-vous fait? Ben oui. Mais tu sais, c'est des choses que je n'oublierai jamais. C'était Qui un ont moment... façonné la suite aussi. Pardon? Qui ont façonné la suite. Ben, à certains égards. À certains égards, oui. Ça m'a rendu curieux de bien des choses, et ça m'a aussi dégoûté des études. Ah oui? Parce qu'à ce moment-là, j'étais étudiant en sciences politiques à l'Université Laval. Sans grande conviction. Je m'ennuyais comme une journée de pluie. C'était plat. J'ai un professeur dont je me rappelle avec émotion, qui se forçait le cul pour être intéressant, Claude Masson. S'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui ont connu l'économiste Claude Masson, je parle pas du faux bedeau qui a été directeur du Soleil, là. Je parle de Claude Masson, professeur d'économique, faculté des sciences sociales. Ouais. 200 étudiants et plus, les premières années de sciences sociales, économique, sociologie, service social, sciences politiques, tout le monde dans le même amphithéâtre pour un cours d'initiation à l'économie. Et Claude Masson, à la fin du semestre, a vu la salle se lever et l'applaudir pendant 5 minutes. Et c'était mérité. Ouais. Lui, il donnait à peine. Lui, c'est le premier qui m'a démontré qu'un professeur, c'est un communicateur et qu'un communicateur n'a pas le droit d'être plate. Claude Masson. Alors, donc... Mais André, dans votre famille, oui. Il y avait des orateurs, il y avait des gens qui chez vos oncles ou je sais pas... Gérard Arthur, mon parrain, a été le premier correspondant de guerre de Radio-Canada. Quand même. C'est lui qui a fait entendre pour la première fois aux gens du Canada, du Québec en français, le son des bombes allemandes qui tombaient sur Londres, où il était monté sur le toit faire un enregistrement sur vinyle. Avec son collègue, ils étaient 2 partners, un de CBC et un de Radio-Canada, OK? Et
Gérard Arthur, qui plus tard a embauché René Lévesque, Judith Jasmin au service à Radio-Canada où il était annonceur-chef. Donc, c'est avant Point de mire de M. Lévesque. Ben avant. On parle des années 40. OK. Et qui a d'ailleurs couvert dans les années 60 le couronnement de la reine d'Angleterre pour Radio-Canada. Gérard Arthur avait un collègue sur le toit de l'hôtel en enregistrant les V1 qui tombaient sur Londres, Lorne Greene. Bonanza. Lorne Greene, la vedette de Bonanza, était canadien et il a commencé sa carrière à la CBC comme correspondant de guerre. Et il était le collègue de Gérard Arthur, mon parrain, mon oncle. C'était une des belles voix, là. J'ai entendu dire, André, je ne sais même pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu ça, j'ai dit d'avoir un fond de vrai, que votre père avait une des belles bibliothèques de Québec, qui était un féru de lecture, mais qui surtout avait beaucoup de livres qui étaient même consultés par des politiciens. Est-ce que j'ai l'histoire juste? Ou... J'ai chez moi une bibliothèque de documentation assez impressionnante, qui est une bibliothèque de travail qui a malheureusement été négligée par moi par la suite et dont je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ce que mes héritiers en feront, mais elle est là. Et oui, c'est vrai, mon père était un curieux, un recherchiste et il a terminé sa carrière comme chef adjoint du cabinet de Jean Lesage. C'est lui qui écrivait les discours de Jean Lesage. À ce sujet, je travaillais un sujet cette semaine. En 1964, à Québec, on a connu le samedi de la matraque. Ouais. Moi, je m'en allais au collège, dans le quartier latin, un samedi matin, parce que dans le temps, on avait des cours le samedi matin dans les collèges universitaires. On avait congé le jeudi après-midi puis le samedi après-midi. Et j'ai vu descendre dans la rue de la Fabrique cette vague de manifestants suivie par une vague de policiers, la matraque en l'air. C'était la visite de la reine. À ce moment-là, la reine Élisabeth a prononcé à Québec un discours qui a fait histoire, un discours dans lequel elle a dit que c'était normal après 100 ans de trouver qu'il y a des choses qui marchent pas tellement bien dans les institutions politiques et de vouloir les corriger. En d'autres mots, elle s'est tournée vers les nationalistes et elle a dit « Je pense que je sais de quoi vous parlez ». Ce discours-là avait été interdit par le bureau du premier ministre canadien et du gouverneur général du Canada, et c'est Buckingham Palace qui avait dit non, c'est ça qu'elle doit dire, et c'est mon père qui l'avait écrit. Wow! Ouais. Ça devait être une surprise et un enchantement pour lui de savoir qu'elle allait être lue, parce qu'il a dû avoir une période de flottement. Ben, ils se sont battus, oui. Point par point, phrase par phrase, mais à un moment donné, la reine Élisabeth, à Québec, au milieu des brouhahas d'une visite royale, a prononcé un discours d'ouverture au changement constitutionnel écrit par mon père. Et la suite, parce qu'on va parler de l'arrivée en radio, André, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai hâte de voir, parce que vous avez donc vu, par votre travail d'été, par le travail de votre père, vous avez vu les institutions, vous avez croisé des gens qui étaient là-dedans, puis après ça, j'ai l'impression que votre carrière, vous avez scruté les institutions pour les critiquer, pas juste les critiquer négativement, mais loin d'être près du pouvoir, vous avez comme analysé le pouvoir. J'ai eu l'impression que vous avez... Je pense qu'une des grandes différences entre Québec et Montréal, c'est qu'à Montréal, un animateur radio ou un journaliste qui a une entrevue avec un politicien, c'est un héros. Attends, j'ai réussi à faire une entrevue avec le ministre de ci ou la sous-ministre de ça. À Québec, ça prend une charrue pour les enlever dans les jambes. On les a dans les jambes à l'année. Et comme disent les Anglais, familiarity breeds contempt. C'est plus on les connaît, moins on les respecte. T'sais, on sait qu'un tel sent des pieds, on sait qu'un tel sent mauvais, on sait qu'un tel boit comme un trou, on sait qu'un tel ne respecte pas les gens, on sait tout ça à Québec. Si vous avez un seul ami parmi les chauffeurs de taxi, vous savez que des politiciens dignes d'un grand respect, à toute fin pratique, ça n'existe pas. À Montréal, ils ne savent pas encore. Et c'est ça une des grandes différences de mentalité entre Québec et Montréal. Parlons de l'arrivée en radio, parce que je suis pas certain, moi-même, je pense vous connaître un peu, André, mais jamais je sais exactement qu'est-ce qui vous a amené. Dans le fond, c'est un coup de foudre, c'est un hasard, qu'est-ce qui vous amène en radio? La majorité des gens qui ont eu un peu d'impact en radio, en communication, sont arrivés par hasard. Je ne connais pas... Peut-être que vous allez me dire que vous êtes le seul. Ben, moi, j'ai étudié en journalisme, mais plus écrit. Fait que dans le fond, j'ai fait de la radio parce que j'aimais la musique au départ. OK.
Je voulais juste, dans le fond, juste pour répondre à cette question-là, je me rappelle de mon père qui m'avait dit, tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme du monde, puis essaie pas d'être essaie d'être le meilleur que toi tu peux être, pas que les autres. Ouais. Fait que je me suis comme battu à essayer de me démarquer. C'est ça. C'est de même que j'ai fait ça. Je ne connais personne qui a eu de l'impact en radio, qui avait décidé d'être en radio avant d'être en radio. J'en connais pas un seul. Les seuls qui ont dit « un jour, je ferai de la radio » et qui ont fait de la radio, c'est des gens qui sont allés à Radio-Canada puis dont on connaît même pas le nom. Okay? Aucun impact. Mais des gens qui ont marqué ou qui ont réussi ou qui ont fait choquer ou qui, tu sais, bon, c'est toujours par hasard. Alors moi, je me cherche un emploi à l'été 70. OK. Je suis étudiant à l'Université Laval. À ce moment-là, j'ai abandonné sciences politiques. Je m'aperçois que je m'en vais dans le mur. Je fais des études en communication journalisme et je suis confronté avec un maudit fou qui nous enseigne qu'un vrai journal devrait s'écrire à l'envers, comme en Israël. On commence par la dernière page. Bon, un baptême de fou. Un illuminé, là. Puis ça fait 2-3 cours que j'ai avec ce gars-là, puis je me dis, non, on ira pas chier loin, c'est là. Et j'ai un beau-frère qui est avocat et qui est en même temps surnuméraire à CHRC. Robert Morisset. Ah oui. Robert avait une belle voix. Oui. Et il y avait du bagou. Et il dit à Aurel Pelletier, le patron de CHRC, mon petit beau-frère André Arthur, je cherche une job d'été. Question d'Aurel Pelletier, parle-t-il anglais? Ouais. Ben, tu sais, j'avais été à l'Expo. Oui, quand même. J'avais appris mon anglais, même j'avais dit que j'étais bilingue, je ne l'étais pas vraiment. Je suis en train de le devenir à ce moment-là. Et j'ai été embauché comme rédacteur de nouvelles à CHRC à l'été de 70 pour la seule et unique raison que j'étais capable d'aller sur le fil anglais, de prendre les nouvelles de la presse canadienne et de les sortir 4 heures plus vite que les concurrents de Québec qui attendaient que ça sorte en français. OK. Parce que dans ce temps-là, il y avait de la concurrence entre les médias. Je me souviens qu'on travaillait à la salle des nouvelles de CHRC. Ça arrivait sur les téléx, ça? C'est des machines? Les téléscripteurs de la presse canadienne. Mais je me souviens qu'on travaillait le pupitre des nouvelles à CHRC. Au-dessus, il y avait une dizaine de haut-parleurs qui donnaient chacun une fréquence de police, de pompiers, de ci ou de ça. Puis ça marchait tout en même temps, ça. Puis il fallait trouver la nouvelle. Bon, mais c'était... Non, mais c'est parce que ce que je trouve triste, c'est que je pense à 2020 où on est aujourd'hui. Christy, il n'y a même plus de salle de nouvelles. Il y a même plus. Ça me fait capoter. Et on couvre plus le fait divers. S'il y a un feu, on demande une entrevue aux pompiers. C'est pas eux autres qui vont dire qu'ils ont échappé le feu. OK? Bon. Alors, j'arrive à la salle des nouvelles de CHRC au mois de mai, à peu près, là. Puis je commence à rédiger des nouvelles. Je fais mes chiffres. Là, des fois, c'est le matin. Des fois, c'est l'après-midi. J'en rencontre des bons professeurs. Mais t'es pas en onde à ce moment-là. Oui, tu lis. Là, je fais des bulletins de nouvelles une fois de temps en temps. Et je suis confronté avec l'ineffable José Mathieu. Oh. José Mathieu, qui est un personnage... on l'appelait M. Tempête, est-ce que José Panique, M. Tempête, mais c'est parce qu'effectivement, il avait le don de mettre les gens dans le bain. La chose la plus drôle qu'il avait faite, c'est qu'à l'île d'Orléans, il y avait une panne d'électricité durant une tempête de neige, puis il y a un voisin d'un bord de la rue qui avait fourni à son voisin, l'autre bord de la rue, de l'électricité avec une rallonge pour chauffer le char. Pour réchauffer la voiture. Et soudain, en pleine nuit, le courant tombe parce que quelqu'un vient de voler la rallonge. José Mathieu entre en onde et fait un discours très moralisateur où il dénonce l'enfant de chienne qui a volé le fil et quelques minutes plus tard, le fil est revenu. Ça, c'était la force de la radio. Okay? Ouais, alors, José Mathieu est là, je me souviens. José, il prenait beaucoup de place, donc c'était... Est-ce que Roch Proulx, c'est il y avait, à cette époque-là... Roch Proulx était animateur, il y avait Nab Gariepi qui était animateur. C'est des noms que moi, j'étais très jeune, mais c'est des noms qui évoquent, là. Et j'ai déjà vu, dans un nuage de potes, Winston McQuaid lire les avis de décès. Comme quoi, on pense qu'on sait tout, mais on sait rien. C'est spécial. Il y avait José, puis tout ça. Alors, j'écrivais les nouvelles. Parfois, je faisais des bulletins. Et vers le mois de fin juin, Michel Monpetit, qui faisait l'émission du matin à CHRC, qui s'appelait Point de vue, qui avait un format très de son époque, c'est-à-dire une dame disait que 2 et 2 égale 4, et l'autre disait 2 et 2 égale 5, et l'animateur disait « Oh, 4 et demi. »
Michel Monpetit décide de répondre à l'appel de CJLR dans le temps, la station qui allait devenir CJRP, et il lève les feutres le 1er juillet, je pense. Et là, Aurel Pelletier, qui est probablement un des grands hommes de la radio de Québec, parce que sans Aurel Pelletier, la radio de Québec serait devenue montréalaise 25 ans plus vite. C'est lui qui a tenu le fort, qui a empêché les grandes compagnies d'acheter les stations de Québec et de les montréaliser comme ils ont fini par faire. Aurel Pelletier a un dilemme, parce que ceux à qui il veut donner l'émission veulent pas la prendre, ils ont peur de se péter la gueule. Oui. C'est le gros show à Québec. Et ceux qui veulent avoir l'émission, Pelletier veut pas les voir. Alors je deviens un compromis. André, accepteriez-vous de faire cette émission-là jusqu'au retour en classe? Moi, je sais pas ce que je risque. L'insouciance totale. L'inconscience absolue. J'accepte. Je suis jamais retourné à l'université. Ça a parti là, puis ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Et je me souviens d'avoir insulté les gens de l'université très délibérément un jour, parce que je leur ai dit que j'avais une dette d'honneur pour le restant de mes jours pour l'Université Laval, parce que si les cours n'avaient pas été si plates, je serais retourné à l'automne. J'aurais pas fait de carrière en radio. Mais grâce à l'Université Laval, je suis pas retourné. Parlons du... Puis là, tout de suite, la crise d'octobre est arrivée. Oui. Le style Arthur, quand on dit le style Arthur, c'est quoi le style Arthur? Je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. OK, bien, est-ce que tu sais maintenant, André, avec le recul, avec le temps, en y réfléchissant, pourquoi tu as eu un succès constant et tu as été populaire en radio? Je pense les éléments qui font ça. Je pense que les gens... D'abord, il y avait une certaine proportion d'auditeurs qui m'écoutaient pour me haïr. Ouais. Avocats et autres. Et il y avait aussi une bonne partie de la population qui m'écoutait, qui était probablement consciente du fait que il a peut-être tort, il a peut-être raison, mais s'il le dit, c'est parce qu'il pense. Et qu'à la longue, j'ai développé cette image, involontairement, juste en étant naturel, en me disant, je suis pas ici pour compter des menteries, puis ça sera le fun de dire ça, puis on pourrait peut-être faire chier cette personne puissante avec ça. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Mais finalement, l'image qu'on a de moi est vraie. C'est que oui, j'exagère, oui, je suis passionné, oui, je me trompe, puis des fois, je suis drôle. Est-ce que tu dirais que c'est ça le show? Moi j'ai toujours pensé qu'il fallait faire un show. C'est-à-dire, pas exagérer, mais il faut que ça soit intéressant. T'as pas le droit d'être plate. Par contre, je me vanterai d'une chose. Je ne crois pas avoir jamais dit en ondes quelque chose que je ne pensais pas au moment où je l'ai dit. Je suis pas fakeux naturellement. Je suis pas un bon menteur non plus. Alors, j'ai fait ça comme ça. Ça a donné de même. C'était dans mes cordes. Puis je reviens à ma formation d'arbitre de sport. Ouais. Hey, regarde. Oui, il est rentré à POC, là. Il y a un but, là. Ah ouais. Merci. Non, elle n'est pas rentrée. Oui, je te le dis, moi, j'ai dit qu'elle était rentrée. Donc, elle est rentrée. Ça finit là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des modèles, que ce soit des modèles européens, américains, canadiens, qui t'ont inspiré quand tu as commencé en radio? Ou avant? Durant l'Expo 67, il y avait un homme sur les ondes de CJD Montréal. J'écoutais la radio à Montréal, j'étais à Montréal. T'apprenais l'anglais? J'apprenais mon anglais, je faisais croire que j'étais bilingue. Et il y avait un gars, là, dont j'oublie le nom, qui virait la ville de Montréal à l'envers à tous les matins, qui était détesté des nationalistes québécois, puis qui avait le don de faire à peu près, regarde, je pense ça. Là, il rentrait le couteau comme faut. Ouais, puis sa radio était faite avec une magnifique inconscience de ce que les autres pouvaient penser. Et j'adorais ça. Ça m'a influencé peut-être. OK. À part de ça, des gens qui m'ont influencé en faisant de la radio, je dirais même pas mon père. Mon père, qui était un homme de radio, pendant des années, a travaillé à Radio-Canada. Il a été l'inventeur et celui qui a concrétisé le format Match Intercité, qui était des émissions questionnaires avec des équipes d'érudits dans chaque ville du réseau français qui répondaient à des questions que mon père inventait. Mon père m'a pas influencé en radio. Est-ce que tu y allais, jeune enfant, avec lui à la radio? Oui, t'as vu le milieu, mais ça n'a rien à voir avec l'expression. Non, en plus, c'était Radio-Canada. Ben non. C'est bon.
Et mon père n'aimait pas ce que je faisais à la radio le peu de temps où il m'a entendu. Il est décédé en 72. Est-ce qu'il te le disait? Ah ben oui. Il trouvait que ma diction était épouvantable. Je le soupçonne même de m'avoir envoyé cruellement passer une audition à Radio-Canada où j'ai évidemment été refusé par un des snobs de Radio-Canada à l'époque, un gars qui a fait ensuite sa carrière, c'était le frotteur du frère Clément Lockwell, j'oublie son nom, qui était un ami ou un contact de mon père, qui m'avait fait la leçon en disant « C'est épouvantable d'être le fils de René Arthur et de parler si mal. » Il m'avait pas embauché, puis je pense qu'il y avait du mon père en arrière de ça, machiavélique, qui s'était organisé pour me faire planter bien comme faut, en espérant me décourager d'aller faire le pitre à la radio privée. Le roi Arthur, c'est-tu lié uniquement aux performances de code d'écoute? Dieu que je déteste cette expression. Je sais, mais tout le monde te connaît comme ça. Bon, ça, c'est Pierre-Olivier Nadeau, qui était au Journal de Québec, qui un jour m'a sorti ça. Ça a collé. OK. Et moi, je ne l'ai jamais utilisé. Ça fait prétentieux ou ça? Ça fait niaiseux. Quétaine. Et lui a sorti ça une journée de code d'écoute. OK. Ça a été lié à ça. André, on peut pas dire, à moins que tu me dises autre chose, parce que c'est le temps de le dire, mais pour moi, ta maison radio, ça a été CHRC, oui, pour plusieurs raisons. Mais ton passage à CJRP, ça a fait tout un éclat, je me rappelle. Ça a été... Peux-tu nous en parler un peu? Comment ça s'est arrivé, cette affaire-là? C'était-tu une mésentente? C'était une opportunité? Non. Ce qui est arrivé, c'est que CHRC est tombé aux mains de Télécapital, qui était dirigé par le beau-père de Jean Pelletier, le maire de Québec, un dénommé Wilbrod Bérère, un homme pour qui j'ai eu aucun respect. C'est un gars qui était un maniganceux de l'Union nationale et un gars qui voulait absolument qu'on déplaise jamais à personne sur les ondes de sa radio parce que quand il allait dans les mondanités puis il se faisait dire « Tu sais pas ce que tes animateurs ont fait », il se sentait obligé de dire « Ah, ben je vais leur dire », mais il nous le disait. Et je méprisais cet homme. Et quand j'ai vu qu'il prenait de plus en plus d'importance dans Télécapital, il les a bien fourrés d'ailleurs, plus tard, j'ai eu une offre des gens de CJRP qui dirigeaient la maison à ce moment-là, Jacques Duhamel qui était directeur général. C'était-tu Radio Mutuelle à cette époque-là? Oui. Oui, hein? Et Jacques Grenier qui était le directeur commercial, le beau-père de Jeff. Ouais. M'ont invité à me joindre à eux, puis je suis allé là, et à notre grande surprise, en un rating, on avait traversé l'écoute. Ça, on n'en est jamais revenu. Tu as parlé de M. Grenier Duhamel, c'est avec eux que tu as acheté CHRC après. Plus tard. Ah, OK. Après ça, là, il faut faire le film. Pendant que ça va bien, c'est JRP. Oui. Couple d'années que tu étais là, 3-4 ans? 82 à 84. OK, 2 ans. Je suis pas bon dans les dates. Non, mais je sais que ça, c'est vrai. J'aurais dit 4-5 ans, donc j'étais dans le champ. Ouais. C'est 2 ans. En rendu en 84, on s'aperçoit que la succession Prévost qui veut vendre Radio Mutuelle fait des contacts et on décide de se joindre à quelqu'un qui peut nous aider dans le financement pour l'acheter. Et on a été traité par les gens de Radio Mutuelle avec un manque de respect absolument phénoménal. Ils n'ont même pas négocié avec nous. Ils avaient déjà des ententes avec d'autres personnes. Et quand on a vu qu'ils nous niaisaient, printemps 84, on a décidé de décrisser pour CHRC. On a mis CJRP sur le cul, puis on est allé à CHRC et l'auditoire nous a suivis. À nouveau. Et là, vous êtes devenu propriétaire? C'est devenu... peut-être un petit peu après, ou? J'ai de la misère avec les dates. Et là, la mauvaise décision de me joindre à l'équipe de propriétaires est arrivée, puis je le regrette encore, mais que voulez-vous? C'est une naïveté de beaucoup de gens de radio de ne pas pouvoir résister à la tentation de devenir membre de la propriété. C'est ça? Penser qu'on va être mieux que les boss qu'on n'a pas aimés ou que... C'est ça. Puis on sait qu'on aurait pu faire mieux que tous les boss qu'on a eus. Puis on a raison. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de s'associer avec les bonnes personnes non plus. T'apprends à connaître au fil du temps des gens que tu penses connaître. T'apprends à connaître. Tu sais, quand ça a fini par faire patatras avec un syndic de faillite, puis le diable au complet, et puis là, c'est les nouveaux propriétaires qui nous ont sauvé le cul. À un moment donné, je reçois une facture de l'impôt fédéral
Ils avaient pris tous les avantages plus ou moins légaux que les propriétaires s'étaient concédés au long des années à CHRC. Et ils avaient divisé par 4 en disant chacun a eu le quart de ces avantages-là. Puis moi, je m'étais ramassé avec une facture d'impôt qui dépassait le demi-million de dollars. Donc, identique à ce qu'ont probablement reçu mes associés. Dans les jours qui suivent, un de mes associés fait faillite. L'autre est mort. Et le troisième fait un chèque. Moi, je dis, j'ai jamais eu ces avantages-là, je regrette. 500 000, donc 400-500, mettons. D'impôt! C'était 500-600. OK. J'ai jamais eu ces avantages-là. Alors, je me défends. Auprès de l'impôt ou auprès de l'autre actionnaire? Auprès de l'impôt fédéral, okay. En disant, regarde, pas moi, ça. Et ça m'a pris 1 an à faire admettre à l'impôt qu'effectivement, ce qui avait été fait n'était pas fait par moi. Et je me souviendrai toujours du commentaire du patron de l'impôt fédéral à Québec, qui était à la table de négociation cette journée-là et qui m'a dit « Monsieur Arthur, avec le style que vous avez, la personnalité que vous avez, jamais j'aurais cru que vous vous feriez plumer comme vous vous êtes fait plumer par vos associés. » Ça fait mal, hein? Ben, je me suis senti ridicule. Puis, puis on a réglé pour une facture, je pense que c'était 22 piastres. Au moins. Ouais. Mais là, si tu avais eu à payer 600 000 rapidement, tu étais dans le trouble, là. Voyons donc. Qui a ça dans son compte, là? Je passais pas, mais la maison, tout y passait, là. Mais j'oublierai jamais ce fonctionnaire de l'impôt. Quand même. On va faire une pause tantôt parce qu'on va changer de sujet, mais je veux rester sur la radio puis vraiment la base même, André. Pose tes questions, moi, essayer de répondre. OK. Est-ce qu'il y avait des recherchistes? Parce que tu as eu plein de périodes, plein de façons de faire de la radio, mais en gros, est-ce que tu as travaillé avec des gens en qui tu avais confiance pour te fider? Il y a une personne qui a été déterminante dans tout le temps où elle a été avec moi, c'est-à-dire jusqu'à la fin, mais au début des années 80, c'est Lise Robitaille, qui est en même temps la petite sœur de ma conjointe. OK. Lise était étudiante à l'Université Laval en éducation. Et elle a tout fait. Elle a eu son diplôme, elle a fait ses stages, elle n'a jamais travaillé une seule minute dans une salle de classe. Elle est entrée avec moi et elle est devenue le cerveau de notre opération. Toutes les autres personnes avec qui je dealais à la radio passaient par Lise. OK. Tu avais une confiance? Totale. Et j'ai jamais été déçu d'avoir une confiance totale en elle. C'était quoi sa plus grande force, à ton avis? C'était... L'intuition? Sentir les choses, parce que... Oui. C'était une façon méticuleuse de faire les choses de façon précise. Moi, je suis plutôt brouillon. Hey, on est parti à Paris faire une semaine d'émission en direct à CJRP. Tout était organisé. On est allé à la Baie James faire une émission sur la Baie James en co-animation avec un dénommé Robert Bourassa. Quand même. Même lui, il l'écoutait. Quand il dit, là, M. Bourassa, là, vous allez... C'est dire, hein? Une extraordinaire Germaine et une organisatrice absolument impeccable. Sans elle, t'as pas la même carrière, c'est ça que tu me dis. Sans elle, je suis pas heureux dans ma carrière si j'en fais une. Okay. Pas heureux comme je l'ai été. Tu étais capable de la garder assez longtemps, ton gars? Je l'ai gardée jusqu'à temps que je sois élu député fédéral et elle est devenue ma principale collaboratrice à Ottawa. Et quand on a été battus aux élections, on est partis chacun de notre bord. Elle a pris sa retraite. Et c'est une personne pour qui j'ai une admiration incroyable et une grande reconnaissance. Je veux qu'on parle avant d'aller à notre première pause, du duo avec Big Mac, Marc Simoneau. Parce que faut que vous me parliez de Marc, parce qu'il est arrivé comment? Il y a plein d'histoires qui circulent sur lui. Vous étiez un duo amour-haine. Vous avez eu des fous rires que je me rappelle pas d'avoir entendu à la radio tellement ça riait. Et on a l'impression que de temps en temps, vous riez de Marc qui comprenait pas toujours ce que vous vouliez dire. J'ai senti qu'il y avait une amitié radiophonique rare, tout en me disant, peut-être, c'est même pas dans la vie des amis. Alors, non, dans la vie, on n'était pas des amis intimes. On se connaissait. Une ou deux fois, de temps en temps, on s'est vus. Mais that's it, that's all. Mais Marc est un personnage inévitable en radio. J'arrive à CHRC, TQ, en 70. Lui, il est déjà là. Ah oui?
Lui, il est déjà là et non seulement il fait les sports matin, midi et soir, mais il est fonctionnaire à plein temps à la commission des... à la CSST. Les deux. Les deux, il fait ça en même temps, lui. Et il a fait ça pendant des années, faire les deux. OK, là, je comprends quand on me disait Simoneau, il dort pas la nuit, il écoute des cassettes. Ça veut dire que c'est un bourreau de travail. Ça, c'est vrai? Marc Simoneau est l'homme le plus travaillant que j'ai rencontré de toute ma vie. Est-ce qu'il faisait ça par passion, par insécurité? Je ne le sais pas. Mais rien ne lui échappait. Et en plus d'être le journaliste sportif, le deuxièmement le plus important, parce qu'il y avait le Maurice Descarreaux avant lui, dont il était le frotteur au début. Mais au-delà de ça, non seulement il était à CHRC nuit et jour, il était à la CSST toute la journée, mais il était aussi le publiciste de quelques équipes de sport et le statisticien de 2-3 ligues. Voyons donc. Ah, Marc, c'est... Comment votre duo est arrivé? Est-ce que tu as eu une occasion? Parce qu'il y a-tu du hasard là aussi? Parce que quand tu as monté, tu l'as amené à l'émission? Ou ça n'a pas dû se faire dès le départ, André? Dans mon souvenir à moi, il a toujours été là, mais à un moment donné, il n'y était pas. C'est que quand il a commencé à venir faire les sports avec moi... Tu l'agaçais, j'imagine? C'est devenu un événement. Et ma préoccupation a toujours été... si j'ai un journaliste qui me parle de l'information, si j'ai un journaliste qui me parle de sport, qu'est-ce que je fais pour que ceux que ça intéresse pas restent à l'écoute? Il fallait qu'avec Simoneau, les gens qui aiment le sport en aient pour leur argent, mais il fallait aussi que les gens qui aiment pas le sport déconnectent pas. T'as pas le droit d'être plate à la radio. Et c'est comme ça que... Vous avez développé une amitié de personnage. C'est-à-dire, tu sais, écoute, c'était tellement drôle d'entendre Marc des fois, André. Mais là, tu disais, il n'y a pas les mots, on dirait, pour le dire, mais c'est très drôle. André. Ça sonnait, arrête. C'était tellement drôle. L'anecdote que j'aime le plus, parce que ça fait allusion à une personne que j'aime beaucoup, c'est qu'un jour, on avait fait de quoi avec Simoneau. Ouais. Puis il avait ri, il avait trouvé ça drôle. Et il était un peu le dindon de la farce, mais il est embarqué dans le jeu d'une façon très sportive. Le lendemain, il arrive, face de bœuf. Des folies comme hier, j'en veux plus. J'ai dit, toi, t'as parlé à Madeleine, hein? Il avait parlé. Madeleine lui avait parlé. Madeleine Lavoie, l'épouse de Marc Simoneau, qui vit encore. Une personne remarquable. Il en parlait beaucoup, Madeleine. J'ai dit Madeleine. Il revenait souvent sur Madeleine. Ah, sa Madeleine, c'était quelque chose, hein? Y a-t-il une scission entre vous et M. Simoneau dans l'épisode CJAP? J'ai l'impression que lui est resté plus longtemps. Oui, on s'est croisés. Okay. Mais il n'était pas dans le deal avec vous à ce moment-là. Non, puis il a fallu aller le chercher. Puis à un moment donné, on est allé le chercher. Il a signé un contrat. CKCV a essayé de venir le chercher. Il a signé. Finalement, je pense qu'il y avait 3 contrats en même temps qu'il a fallu concilier. Puis j'avais fait le gag extrêmement cruel à la radio, qu'il avait fini par trouver drôle. J'ai dit, quand Marc Simoneau va à la toilette, il faut enlever le papier, il va le signer. On fait une pause là-dessus, on revient avec André Arthur sur sa carrière. Le 8 mai 84, le caporal Denis Lortie rentre à l'Assemblée nationale, tue 3 personnes, en plus d'en blesser 13. Avant de se rendre au Parlement, il s'était arrêté à CJRP. Racontez-nous. Je suis en train de faire mon émission. On est un peu après 9 heures, ou vers 9 heures. Puis je pense qu'à 9 heures, il y a un bulletin de nouvelles qui vient de Montréal, qui est vraiment plate. Je sors du studio. On va aller fumer? Non, dans ce temps-là, on fumait-tu? Est-ce que je fumais? En 84? Ouais. Oh, ouais. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 75 livres, mais il me semble qu'en 84, je fumais. Et si les gens qui ont vu CJRP savent que en allant vers la réception, on voyait le stationnement à l'autre côté de la porte et je vois arriver un homme déguisé en soldat. Mais... Ah, t'es pas en onde au moment où lui rentre? Non, il arrive comme ça. C'est nouvelle, là, c'est ça, OK. Alors moi, j'ai pas le goût de rester à la réception. Je m'en vais. Le gars arrive et dit à la réceptionniste, ça c'est pour André Arthur, mais il faut pas l'ouvrir avant 10 heures. Elle me donne ça en disant, il faut pas que tu ouvres ça avant 10 heures. Hey, je t'en fiche, là. La première chose que je fais, je donne ça à Marichou Dabadi, qui travaillait avec nous. Il disait, ça saute. Non. Tu sais, les gars, des vrais braves. Hein? Va écouter ça, là. Ouais. Moi, je retourne en ondes. OK. Et le gars repart.
Et... C'est in and out, là. Il n'est pas là longtemps, André. Non. Non. Lui, il vient juste faire une livraison. C'est une cassette dans laquelle les 11 premières minutes, c'est du délire fou de la marde. Puis après 11 minutes, il annonce qu'il va arriver de quoi à l'Assemblée nationale. Donc, pendant 11 minutes, Marie-Chou fait son temps. Puis après 11 minutes, elle vient blanche comme un drap, elle rentre dans mon studio, elle dit ça, c'est pas normal. Puis elle m'explique ça, j'ai dit, appelle la police tout de suite. Okay. À ce moment-là, l'Assemblée nationale n'est pas encore attaquée. Tenez vos trucs. Marie-Chou Dabadi appelle l'officier en charge de la Sûreté du Québec à Québec et dit, j'ai en main un ruban qui m'a été remis par un gars déguisé en militaire parce que il n'était pas convaincant. La seule chose qui était militaire, c'était que ses bottes étaient chaînées. Le reste, ça avait l'air d'un campeur. Elle dit, j'ai un texte dans lequel on fait des menaces contre l'Assemblée nationale. Venez-vous-en. Et le policier de la Sûreté du Québec a répondu, vous êtes à Sillery, appelez votre police locale. Ben voyons donc. Ça ne nous intéresse pas. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça, là. Est-ce qu'à ce moment-là, il est quelle heure? 9h10, 9h05? Probablement entre 9h10 et 9h10. Est-ce que t'es hors là-dessus? Non, pas en tout. Pas encore, OK, Pas c'est tout. ça. Parce que ça se passe dans un bureau, là. Ça se passe dans un bureau, là. Elle vient de dire ça. C'est ça. Mais elle t'en parle même pas en ondes, là. Non, on parle pas de ça en Parce que ça va se passer une heure avant, après. OK. On parle pas de ça en ondes. Non, OK. Mais on a la cassette. Alors, je lui dis tout de suite, fais une copie de la cassette now. Parce qu'ils vont te demander, ben oui, ils vont te On demander. continue à faire notre émission. Et vers 9h30, il me semble, moi, je travaillais avec des écouteurs doubles. Dans l'oreille droite, j'entendais l'émission en ondes, les gens qui parlaient en ondes. La pub et tout, là. Oui. Dans l'oreille gauche, j'entendais la recherchiste, les techniciens. La régie. À la régie. Il y avait un micro d'ambiance dans la régie. Okay. Ça veut dire que quelqu'un qui venait dans la régie, il fallait pas qu'il crie, là. Et tout ce qui se passait dans la régie, je l'entendais. Dans la régie, il y a un micro d'ambiance et il y a un haut-parleur des communications radio internes de la salle des nouvelles. Et soudain, j'entends Bernie Pelletier, qui remplaçait Claude Leclerc ce matin-là, qui dit, je l'entends crier, « Hey, ça tire ici! » Oh! On passe pas un commercial. On dit pas la suite dans un moment. Non. On plante. Oui, Bernie, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'es? Je suis devant le Parlement, puis là, l'histoire commence. Le gars est allé à la Citadelle, il avait traversé au Parlement. Et à ce moment-là, je veux répéter de quoi que j'ai dit à l'occasion, mais qui n'a jamais eu de suite. Ça n'aura peut-être pas plus aujourd'hui, mais je vous le dis. À ce moment-là, quand l'alerte est donnée, nous, on est en ondes, il y a des policiers de la Ville de Québec qui entendent la radio, qui lancent un appel à tous les patrouilleurs de la sûreté, de la police municipale de Québec. Et il y a une dizaine de policiers, au péril de leur vie, qui rentrent dans le Parlement, l'arme à la main, des policiers municipaux. En théorie, ils n'ont pas d'affaire là, mais ça ne réagit pas l'autre bord. L'autre bord, c'est même pas. Ils entrent dans le Parlement, c'est eux qui se sont placés entre l'ortie et les députés qui s'en allaient à l'abattoir. Les députés se dirigeaient pour la séance de 10 heures dans la chambre de l'Assemblée nationale. L'ortie les attendait avec une mitraillette. Et ces policiers-là ont bloqué les corridors, empêché les députés d'aller à l'abattoir. Ils les ont sauvés. C'est vrai qu'on n'a pas trop entendu ça, André. Non. Ça, c'est des héros. Et croyez-le ou non, dans les minutes qui ont suivi, la Sûreté du Québec a débarqué dans le Parlement et la première chose qu'ils ont fait, ils ont foutu à la porte les policiers municipaux. C'est notre histoire, c'est notre gloire, c'est nos caméras. Non, c'est vous. Ils sont arrivés avec les officiers de relations publiques, puis la Sûreté du Québec venait de sauver la situation. Les députés seraient morts n'eût été des policiers de la Sûreté de la police municipale de Québec. Aucun d'entre eux n'a été décoré. Aucun, parce qu'il fallait, pour avoir une décoration pour un policier au Québec, ça prend la sécurité publique
provinciale, la sécurité publique provinciale voulait pas humilier la Sûreté du Québec en honorant ceux qui avaient sauvé les députés. Et ça, ce dossier-là est encore ouvert. Une autre histoire que personne ne sait, c'est que les gendarmes de l'Assemblée nationale n'ont pas été capables d'empêcher Lortie d'attaquer le Parlement parce que la semaine d'avant, ils avaient été désarmés par Richard Gay, le président de l'Assemblée nationale, un ancien employé de Radio-Canada, un maudit baveux. Ce gars-là avait empêché, il aimait pas ça, voir des gendarmes armés dans le Parlement. Il les avait désarmés. Alors, quand le gars est entré avec sa mitraillette, les policiers, ils sont allés en dessous des tables. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Il n'y avait plus d'armes. Il n'y avait plus d'armes. Et Richard Gay a posé un geste que moi, je pense est un geste de salaud, mais je vous laisse juger. Quand il a été questionné sur ces événements-là, il a répondu « Si André Arthur n'avait pas attendu à 10 heures pour ouvrir la cassette, peut-être bien que... » Ce qui était faux. Mais c'est ce que la Sûreté du Québec disait, parce que la Sûreté du Québec, quand on les a appelés, a refusé notre appel et a dit « Appelez la police de Sillery, la police locale. » Ça, c'est gênant d'aplomb, là. Mais ça n'a jamais été... J'ai eu beau le dire, le répéter, je vous le répète encore une fois, ça n'a jamais été concrétisé dans quoi que ce soit. Puis, au plan radio, André, cette journée-là, est-ce que c'est là-dessus? On a pris les ondes dès que c'est arrivé. Et le réseau Radio Mutuel, Montréal, c'est JMS, et Montréal a décidé que c'était bon. Alors, ils se sont connectés sur nous jusqu'à vers 10h15, parce qu'à 10h15, les journalistes de Radio Mutuel à l'Assemblée nationale étaient rentrés au bureau. OK, ils avaient fini leur déjeuner. Nous autres, on connaît ça. Et le réseau à Montréal avait déconnecté notre station de Québec en disant, OK, continuez votre... Le National va reprendre le National va s'en occuper. Nous autres, on est restés en ondes. Évidemment, ça a pris 20 minutes pour que les dirigeants de Radio Mutuel qui écoutaient Québec et Montréal se sont aperçus que nous autres, on parlait aux policiers, on parlait aux victimes, on parlait... on était partout. Puis les gars de l'Assemblée nationale interviewaient des députés qui n'avaient rien vu. Et on a, après un certain nombre de minutes, les dirigeants à Montréal ont dit « Hey, de la merde ». Ils ont reconnecté ces JRP et on a gardé l'antenne jusqu'à temps que l'ortie soit livrée aux policiers par René Jalbert, un peu après 4 heures en après-midi. Je me rappelais pas le temps que ça avait pris, mais il me semble que ça avait été une éternité. Ouais. Est-ce que vous jugez que M. Jalbert, comme l'histoire semble dire, a eu un sang-froid remarquable? Oui. Et il y a eu aussi le réflexe de s'identifier comme militaire. René Jalbert était un vétéran. Par contre, oubliez jamais que René Jalbert, qui a sauvé la situation en engageant le dialogue avec un père, entre guillemets. Avec le soldat. Non, sur le major. OK. Non, mais le côté militaire, je voulais dire, là. Oui, okay. Parce que Lortie, il l'appelait major. Il l'appelait pas « Hey, toi ». Et René Jalbert... Respect. Respect. Et ça a été le génie de René Jalbert de réussir ça. Oubliez jamais non plus que le même Richard Gay, dont je vous ai parlé de sa petitesse tantôt, n'a jamais pardonné à René Jalbert d'avoir sauvé le Parlement. Il l'a tellement harcelé que René Jalbert a démissionné et qu'il a terminé sa carrière dans la même job qu'il avait à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes. Ah bon? Je savais pas. Il a quitté dans les mois qui ont suivi, harcelé par Richard Gay, parce que l'héroïsme de René Jalbert faisait mal paraître Richard Gay, le président de l'Assemblée nationale, député de Tachereau. C'est comme une tradition dans le comté. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Nous, pendant ce temps-là, on avait la cassette, le délire de l'ortie. Et c'est évident qu'on ne pouvait pas se permettre de la diffuser parce que, je l'ai expliqué aux auditeurs, peut-être que dans les négociations avec l'ortie, pour la libération des gens qui étaient cachés en dessous des bureaux et qui étaient blessés. René Jalbert était en train de négocier ça. Je me suis dit, peut-être qu'on va lui négocier la diffusion en retour des otages. Donc, je voulais pas diffuser
pour pas dégonfler la balloune. Comprends. 84, Attends André. un peu. Oui, À vas-y. la minute où il a été menotté, on a parti la cassette. 84, il y avait des cellulaires. Est-ce que 84, 85, c'est les gros, là. Mais je sais que ça existait. Ouais, les fers à repasser. Oui, effectivement, qui donnait un bon coup sur la tête, qui était une arme aussi. Est-ce que vous avez réussi, au fil de votre diffusion exceptionnelle de cette journée-là, à avoir de l'information qui venait de l'intérieur? Ou c'était de la présomption? Deux types d'informations absolument extraordinaires. C'est ça qui fait le show. J'en reviens pas encore. D'abord, on ne voyait pas ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Sauf que une caméra woman de l'Assemblée nationale avait focusé sa caméra sur l'ortie et elle était partie dans les bureaux et elle nous a téléphoné pour nous dire ce qui se passait. Elle voyait l'image. Elle voyait l'image. Il fait ça. Tu sais, quand il crache son dentier, Ouais. on savait ça, nous autres. On l'avait dit aux auditeurs de CJRP. Pire encore, il y a eu des blessés, douzaine. 13 au total, de ce que j'ai, là. OK? Ouais. Certains étaient des blessés légers. Ils ont été soignés à l'Hôtel-Dieu. En sortant de l'Hôtel-Dieu, la première chose qu'ils ont faite, ils ont appelé à CJRP. Ils ont raconté leur expérience. Wow. 3 ou 4. Ça, c'est de la grosse radio, là. La grosse radio. Tu peux pas... La grosse. Faut que tu sois là. Tu sais, c'est pas juste... oui, faut que tu sois... Ben, quand tu disais l'impact, radio d'impact ou job d'impact, moi, je vois ça comme ça. Quand tout le monde t'écoute, tu sais, c'est comme la Suicide Grade, là. Il arrive un événement de même, qu'est-ce que tu fais? Tu switches où? Tu sais, c'est ça, la réalité. Quand il y a un gros événement, André, les gens disaient quoi? M'en va écouter CHRC ou à ce moment-là, c'est JRP? Le 29 mars 79, je suis à CHRC. Un avion de Québécois décolle et s'écrase tout près de l'aéroport. Au bout de la piste, c'est ça? Oh, il essayait de revenir. OK. Et il y a un frère du Sacré-Cœur ou de je sais pas quoi qui est en train d'arpenter la galerie du gros collège qui est devenu le collège Champigny maintenant. Ouais. Et qui voit ça dans la brume, le feu, qui fait le tour de sa bâtisse et qui s'en va tomber derrière lui. Il est traumatisé. Il témoigne à l'enquête du coroner, commissaire aux incendies, Cyril Delage. Ouais. Et Cyril Delage, il dit, bon, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez dit? Puis là, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai appelé André Arthur. Je suis sûr. Avant d'appeler la police, il y en a qui ont dû... Oui, il a jamais appelé la police, il a appelé André Arthur. Un gros accident, quelqu'un vous appelait à 7h15 le matin. Monsieur Arthur, il y a un gros accident dans le parc. Avez-vous appelé la police? Je vais le faire, là. Ah ben, mieux que ça. C'est arrivé. OK, tant qu'à me vanter. Ah ouais, vas-y. Ben, c'est le temps, là. Il y a une inondation majeure de la rivière Montmorency à Sainte-Brigitte-de-Laval sur l'île Enchanteresse. Et à ce moment-là, les gens de l'île Enchanteresse ont plus de téléphone, peuvent pas appeler à l'aide. Et la majorité se sont réfugiés sur le toit de leur maison. Les Forces armées canadiennes envoient un hélicoptère lourd pour aller sortir le monde des maisons sur l'île Enchanteresse. Et le capitaine de l'hélicoptère, basé à Valcartier, dit à tout le monde, on va écouter André Arthur et les sinistrés ont rien qu'à appeler André Arthur, le CHRC, puis on va savoir où aller les chercher. Alors, nous autres, on était là en onde. Oui, vous, mais moi, j'ai un canot jaune sur un toit rouge, je suis à telle place. Puis là, t'avais l'hélicoptère qui se présentait, parce que c'était la radio. C'était ça, la radio de ces années-là. C'était ça, la radio. Et la communauté, près des gens, il y avait beaucoup de ça. Quand vous parliez de Claude Leclerc tantôt, l'inspecteur Leclerc, qui allait, on disait, on faisait des blagues. Je me rappelle, nous, on a commencé Zoo à cette époque-là, puis on riait de certains. C'était tellement fort. Ouais. C'était 2 émissions phares, là. Autant André Arthur que nous autres. Puis on disait, il allait fouiller dans les poubelles. Puis ça, moi, c'est qu'il sortait de la nouvelle, probablement avec l'aide du monde. Il en sortait. Constamment. Tout le temps. Hein? Constamment. On était là pour eux, puis ils étaient là pour nous. Et cette complicité-là avec les gens, ça n'existe plus avec les médias, là. Mais des salles de nouvelles, André. Je comptais à des gens. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt musical. Mais c'est pas pour parler de moi, parce que je veux qu'on parle de toi. Mais je veux juste dire qu'on était une radio musicale, CFLS à Lévis. Il y avait quand même 5 journalistes, dont Marcel Charland, qui était correspondant à l'Assemblée nationale. Peu importe ce qu'on pense du travail qu'il faisait, il y avait 5 journalistes d'une radio musicale. Aujourd'hui, des stations d'information, même plus de salles de nouvelles.
Est-ce qu'on appelle ça de l'évolution? Ah, c'est épouvantable ce qui est arrivé, mais c'est tout à l'avantage des abuseurs, parce qu'il n'y a plus personne pour dire « Hey, non, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Pas ça qui est arrivé. » là. C'est quoi une radio idéale pour André Arthur? C'est quoi? Est-ce qu'elle se conjugue au passé? La vraie radio, elle est locale, et c'est la raison pour laquelle l'Internet a beau être intéressant, la preuve, vous nous écoutez présentement, mais si vous voyez 5 camions de pompiers passer devant votre maison, vous n'ouvrirez pas l'Internet pour savoir ce qui brûle. Vous auriez normalement ouvert la radio. Mais par contre, ça fait quelques années que c'est mort. Je me souviens d'une expérience qui a été tentée dans le sud des États-Unis, je crois que c'est au Texas. Et un journal a eu le mérite de faire ça. C'est que un soir, ils ont décidé que ça serait possible qu'un avion vienne s'écraser sur un quartier de la ville. On va vérifier qui peut nous aider. Et ils ont commencé à appeler chacune des 21 ou 22 ou 25 stations de radio de leur ville et de leur région pour dire, il faudrait lancer, qu'est-ce qui arriverait si les hôpitaux avaient besoin de médecins? Qu'est-ce qui arriverait si les banques de sang étaient vides? Qu'est-ce qui arriverait si, ici? La radio devrait jouer son rôle. Et ils ont appelé systématiquement toutes les stations radio de leur ville. Aucune n'a répondu à 8 heures le soir. Les seuls qui ont répondu, c'était des remotes à Los Angeles ou à New York, de réseau. Mais les stations locales... Donc, la bonne radio locale, elle se conjugue au passé. Oui. C'est une perte dont on n'a pas fini de mesurer les effets et le mal que ça va faire. Écoutez, on a la mauvaise habitude au Québec depuis un certain temps d'élire, surtout dans les mairies, des gens autoritaires, des bullies. Des gens qui respectent pas beaucoup les autres puis qui pensent être capables de faire n'importe quoi. Il y a 20 ans, ça aurait été impossible. Je regarde, par exemple, le phénomène Labaume à Québec. Pourquoi Labaume est encore populaire et il est réélu? Bien sûr, au début, c'est Jacques Tanguay qui l'a inventé. Quand il y avait les élections et que Labaume n'était même pas dans les sondages tellement il était loin, et que c'était Pierre Dolbec qui était le favori pour devenir maire de Québec, et que le groupe Tanguay a dit « Non, ça nous prend Labaume », ce qui a fait élire Labaume grâce au crédit incroyable du groupe Tanguay. Si, dans les débuts, toutes les folies qui ont été faites, là, Clotaire Rapaille, faites la liste, elle est infinie, puis actuellement le tramway, faites la liste, elle est infinie. Jamais, sauf peut-être un à choix de temps en temps, a été mettre un micro dans la face du maire pour le faire entendre aux citoyens. Et si s'il y avait eu une concurrence pour faire ça, okay? Moi, je vais le faire, puis toi, tu vas faire mieux, puis après ça, je vais me reprendre, puis garde la concurrence entre des journalistes et des stations de radio, à mettre un micro là, puis le questionner. La popularité de cet homme-là serait disparue depuis longtemps, parce qu'il aurait été vu pour ce qu'il est. Mais il peut continuer à jouer la game du gars génial, homme d'affaires supposément riche. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais... Challengé. Non. Il n'a jamais la chance d'être montré tel qu'il est en lui mettant un micro d'en face. Pas quelqu'un qui va le dénoncer en ondes. Non. Juste quelqu'un qui va y mettre un micro d'en face quand il dit des énormités. Quand, par exemple, il fait la guerre aux gens, l'histoire de vidange dans le vieux quartier, on n'a jamais entendu la voix de cet homme-là expliquer. Puis si les gens l'avaient entendu, ils seraient aperçus qu'il disait n'importe quoi. Mais ça sera jamais dit parce que c'est le seul qui peut le dire, puis personne ne va lui mettre un micro d'en face. Et comme les gens sont très individualistes de nos jours, chacun fait ses affaires, c'est comme si la conscience communautaire, collective, dérange moins. Là. Ça, c'est un des gros handicaps de la mentalité québécoise. C'est que on peut endurer la corruption, on peut endurer l'autoritarisme, on peut endurer l'incompétence, parce que dans le fond de notre cœur,
on se dit, si j'étais à sa place, je ferais pareil. Je sais que vous avez eu, dans votre carrière, moi, y à partir avec quelques personnalités. Je pensais à des maires, mais je pensais aussi à René Lévesque. Je sais pas toute l'histoire, j'aimerais vous parler un petit peu. Ça a brassé pas mal. Il y a eu des actions en cours. Je me rappelle pas d'avoir été poursuivi par René Lévesque, mais quand le référendum de 85, je crois, se prépare, le premier référendum. 80. 80? Le premier, 20 mai 80. OK. À ce moment-là, René Lévesque est au pouvoir. Et un soir, au deuxième étage du restaurant Continental sur la rue Saint-Louis, René Lévesque réunit un groupe de gens très influents. Il y a le ministre de la Justice, Pierre-Marc Johnson. Il y a le ministre de la Région de Québec, Jean-François Bertrand. Il y a le ministre... il y a le beau-père de Régis Labaume, Christian Vien, qui était un homme de bras de Daniel Johnson père, dont Pierre-Marc avait hérité. Christian Vien a fini sa vie, sa carrière dans un tribunal administratif, mais Christian Vien, c'était un héros dans ma rue, parce que dans la rue que j'habite encore, quand j'étais petit cul, en 57, il y a eu des élections provinciales. Et Christian Vien est parti en campagne pour l'Union nationale, et quand il est revenu, il était le héros de tous les petits gars de la rue, parce qu'il nous avait donné ses battes de baseball. Ça, c'était le beau-père de Régis Labaume. Christian Vien est là. Claude Morin, peut-être, à l'époque? Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Ouais, s'il était là, je ne sais pas. Okay. Et c'était l'époque où on discutait, est-ce qu'on va imposer les waiters pour le pourboire? Comment ça va se faire? Et les waiters du Continental avaient placé quelqu'un dans un dumbwaiter dans la pièce où se réunissait le gouvernement parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui leur arriverait avec les pourboires. Et à leur grande surprise, le sujet de conversation, ce n'était pas les pourboires, c'était comment va-t-on éliminer André Arthur. Arrête. Oui. Et... Éliminer. Ben, je comprends. Pas au sens physique, non, là, mais je comprends. Le sortir de la game. Comment faire pour sortir de la game? Et à ce moment-là, les employés se sont confiés à un collègue à moi, à la télévision, Bob Dawson. Et Bob avait toute l'histoire. Et il savait que René Lévesque donnerait une entrevue à Québec Rock, un magazine de Québécois dans lequel il me dénoncerait comme étant une termite sociale. Il avait des indications comme quoi le ministère du Revenu essaierait de me mettre hors carte, de m'éliminer en m'attaquant. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu un inspecteur du revenu chez moi pendant 2 mois. Hey. Et la suggestion de Christian Vien était de mettre de la drogue dans mes capes de roue. Et évidemment, l'arrestation, tout ça. Évidemment. Un autre, je crois que c'est Jean-François Bertrand, a suggéré que je sois poursuivi par des gens dans un endroit public et bousculé pour qu'un photographe prenne des photos de moi en disant que j'étais un homme agressif, que je m'étais battu au centre d'achat. Et comme il y avait quelqu'un dans la salle qui avait tout entendu. On a tout ça. À ce moment-là, mon avocat, Louis Vézina, a envoyé une mise en demeure au ministre de la Justice en disant « Voici ce que nous savons. Si vous faites ça, la drogue d'un cap de roue en particulier, là, ben, vous en serez responsable. » Est-ce qu'il y a eu des suites? Ben, le gars du revenu est parti assez vite. J'ai pas eu de drogue dans mes capes de roue. J'ai pas été bousculé dans les centres d'achat. Il y avait une autre histoire aussi. C'était d'embaucher un prostitué mâle qui était censé me prendre par le cou en public pour être photographié. Puis, comme quoi je sortais avec j'embauchais des prostituées. Des jeunes hommes prostitués. Ça a pas marché. Ils se sont essayés. Qui sont ceux... By the way, Clément Tardy, avec qui je travaillais à CHRC, quand Jean-François Bertrand
se cherchaient des jobs à gauche et à droite pour faire semblant de ne pas vouloir être maire de Québec, puis ça allait tout s'effoirer dans ces histoires de petits gars, puis dans ces histoires de cocaïne. Plus tard, là, que Jean-François Bertrand, il l'a assis devant lui et il lui a fait admettre que tout ça était vrai. Wow. Ben, c'est assez majeur, là. Tu vas être sûr de ce que tu... Le premier ministre du Québec assiste à une réunion criminelle où on prépare l'élimination de quelqu'un par des moyens aussi diversifiés que la drogue d'un cap de roue puis des batailles en public. Ça fait banditisme. Le premier ministre du Québec a fait ça. Qui sont les gens que vous avez trouvés les plus intéressants à côtoyer dans votre milieu? On parle des détestables, il y en a peut-être plus, mais de ceux que vous avez trouvés intéressants. Vous avez toujours plaisir à interviewer, ou je sais pas. Oui, les plus... un détestable parmi d'autres, là, c'était Pierre Trudeau. Moi, j'ai eu une aventure avec Pierre Trudeau que j'ai trouvé... J'allais dire que vous n'êtes pas le seul, mais... il fait un blitz politique et il débarque à Québec. C'est dans le temps des négociations constitutionnelles. Et... on me demande de faire une entrevue one-on-one de 30 minutes pour le réseau TVA. OK, télé, oui, c'est ça. Avec René Lévesque. On est dans le grand studio de Télé 4, complètement noir, des rideaux noirs loin, les caméras loin. Puis on est juste comme vous et moi, on est, c'est-à-dire à peu près à 2 mètres. Oui. OK? Et le régisseur dit 30 secondes. Avant que le show commence. 30 secondes. Et à ce moment-là, je suis fumeur. Et je dis à M. Trudeau, avez-vous objection à ce que je fume, M. Trudeau? Et il m'a répondu avec son arrogance adorable, non, M. Arthur, avez-vous objection à ce que je ne fume pas? Le tabarnak. Il m'a eu parce que Trudeau, c'est un spécialiste de l'intimidation. Ah oui, oui. Et ça m'a pris quelques minutes à reprendre le sens de mes esprits. Ben, vous vous rappelez, André, de Denise Bombardier, c'est un classique aussi, quand il prend les 2 mains, elle a gelé complètement. Elle a dit, je pensais jamais qu'il ferait ça. Une entrevue one-to-one, de même à noir sur blanc ou noir et blanc, là, qu'elle faisait. Il s'est avancé, puis il a pris 2 mains. Elle a dit, j'ai perdu complètement mes moyens. Ouais. Il était capable de ça. Ouais. Des gens que j'ai beaucoup aimés, pas sûr que j'en ai beaucoup. Des gens que j'ai beaucoup détestés, je pense pas qu'il y en ait beaucoup non plus. Des gens dont j'ai eu peur, oui. Jean Pelletier. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Ben, Jean Pelletier est un homme... d'abord, il a gouverné le Canada sans que personne ne le sache. Pouvoir immense qu'on ne savait pas. Tout le scandale des commandites, c'était signé Jean Pelletier mur à mur. Pendant ce temps-là, il y avait un des ministres de Chrétien qui était identifié par le FBI comme un soldat de la famille Bonanno, Gagliano. Et pourtant, Pelletier le traitait à coups de pied dans le cul sans aucun respect parce que Pelletier n'avait peur de rien. Pelletier, c'était quelqu'un. Il n'était pas un de vos collaborateurs quand vous étiez à la radio? Non. Ce qui est arrivé, c'est que je fais la radio du matin à CHRC, puis je me dis... Il me semble que ce serait le fun, parce que Pelletier était tout un communicateur. Ben oui. Ce serait le fun de l'avoir une fois de temps en temps. Donc, j'avais développé avec son attaché de presse, André Savard, de Regretter Mémoire, que le mercredi après-midi, on se parlait. M. Pelletier donnait les sujets qu'il aurait aimé aborder. Moi, je donnais les sujets que je voulais aborder. On mixait les deux, puis on faisait un 10 minutes à 8h10 le jeudi matin à l'antenne en live de CHRC. Un jour, il arrive un événement dans le quartier Limoilou impliquant la police. Et à ce moment-là, la police est dirigée par un personnage loufoque, que j'ai pas besoin d'identifier, qui avait comme boy toy un jeune cuisinier du quartier Limoilou. Et la police, à ce moment-là, avait tiré sur quelqu'un à propos de rien, une petite poursuite pour un stop ou quelque chose du genre dans Limoilou. Et finalement, la personne s'était arrêtée. Et la justification de la police était, il y avait de la drogue dans le coffre. Moi, j'ai Jean Pelletier devant moi qui a mis dans sa propre liste l'événement.
Mais là, il s'aperçoit que moi, j'ai des sources. Puis j'en sais peut-être autant que lui, sinon plus. Parce que les policiers, ils ont juste dit ce qu'ils faisaient leur affaire. D'autant plus que Pelletier était très proche du loufoque qui dirigeait sa police. Et je commence à questionner. À quel moment ci? À quel moment ça? À un moment, il dit, je pense qu'on va changer de sujet. J'ai dit, m'excuse, M. Pelletier, là, mais regarde, c'est moi qui est dans la chaise de l'animateur, m'a posé les questions que je veux. Je ne réponds pas à des questions à ce sujet-là. Bon, ben là, je repose une autre question sur le même sujet, comme s'il n'avait rien dit. Et il dit, je vous ai dit que je ne parlais pas de ça. J'ai dit, c'est ça ma question. Ah non, j'ai rien à dire. J'ai dit, sacrez votre camp, d'abord. Il est parti. Puis il est sorti. C'était mon dernier contact avec Jean Pelletier. Un mot avant d'aller à une pause, parce que je veux qu'on vienne à la télévision et la politique, sur Mme Boucher. Quel genre de relation, si vous faites le bilan de votre relation à plusieurs époques avec... C'était une maîtresse d'école qui avait un énorme moteur et pas de frein. Elle avait des toccades absolument invraisemblables. Et en même temps, elle avait des qualités de femme politique sans égales. Par exemple, c'est elle qui avait l'habitude de dire à ses fonctionnaires « Oubliez jamais que l'argent des taxes, c'est de l'argent que quelqu'un a gagné. » OK? Donc, elle avait ce don-là. Par contre, elle est partie dans des toccades, en particulier à la ville de Sainte-Foy, qui étaient tellement injustifiables, qui étaient tellement fofolles, qu'on ne savait pas jusqu'où ça irait. Donc, j'avais publiquement avec elle une relation, pas amour-haine, mais l'eau chaude, l'eau frette constamment. Ouais. Et en privé, elle a toujours été gentille avec moi. Elle m'a jamais fait de vrais coups de cochon. Faut que je vous dise, André, une chose qui va certainement vous faire sourire au moins. Récemment, je suis à un endroit public, il y a quelques mois. Puis il y a quelqu'un qui dit, on est 5-6, il y a quelqu'un qui dit « folle, folle, folle ». Là, 2 personnes répondent « une vraie mairesse ». Vous avez dû le dire plus qu'une fois en nom, mais j'ai dit, c'est tellement drôle. C'est rentré dans les habitudes des gens. Folle, 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 une vraie mairesse. Je ne sais pas si vous l'avez dit de cette façon-là, mais d'un sens pas si négatif, dans le sens où la folie. C'est ça, l'exubérance folle. C'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, elle est morte en travaillant, de ce qu'on a dit. Ben, disons qu'elle s'est couchée le soir avec des dossiers, puis que dans la nuit, son mari, qui était pourtant un professionnel de la santé, l'a entendu faire des bruits, mais il n'est pas allé pour pas la déranger, mais elle était en train de faire une crise cardiaque, elle râlait. Il pensait qu'elle ronflait. Elle est morte du cœur. Elle avait le don. Faut dire qu'elle était vaillante, on peut donner ça. Regarde. Le maire Morin, Bernardin Morin, qui n'était pas un symbole de démocratie, mais il n'était pas si pire que ça, puis il était drôle. Ben Morin avait décidé que cette maudite folle-là n'aurait pas ses entrées dans l'hôtel de ville de Sainte-Foy. Et comme elle n'était pas élue, elle n'avait pas de bureau. Alors, elle avait mobilisé le grand escalier. Elle s'installait tous les jours dans l'escalier, assise à terre, avec ses dossiers sur chaque marche, préparer ses questions de citoyenne qu'elle allait poser pour rendre le maire Morin fou. Et l'autre qu'elle a rendu fou quand elle voulait, elle avait comme un bouton pour le rendre fou, c'était Jean Pelletier. Ah oui? À chaque fois qu'elle était dans un meeting comme la communauté urbaine, avec Jean Pelletier, et que Jean Pelletier faisait... C'était un bully, c'était un gars autoritaire. Chaque fois qu'il faisait ça, elle m'avait dit, elle dit, André, elle dit, Monsieur Arthur, elle dit, je pense que je sais comment le faire dérailler. Elle partait de son grand rire fou. Ah! Pelletier venait blanc. OK? Elle le maîtrisait avec un grand rire fou. On va faire une pause, puis on revient sur le passage à la télévision qui a bien marché quand même. Il n'y a pas grand-chose dans votre carrière qui n'a pas marché au plan de la performance et aussi la politique. On est en 3e partie d'un moment podcast, mais radio. Dans le fond, on parle beaucoup de radio. Es-tu sûr que ça les intéresse? Ah oui, ça intéresse le monde. J'ai aucun doute. Il faut que tu me donnes au moins ça, puis je te le donne aussi, André. Ce qui fait partie du succès d'une carrière comme la nôtre, même si je la compare pas à tienne, je considère que c'est l'intuition. C'est vraiment savoir, de ce qu'on dit en anglais, le feeling, là.
Moi, je rentrais au travail, je me disais de quoi les gens auraient le goût d'entendre parler. Puis après ça, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, Mélange des deux. Moi, la question Je sais pas que si je c'est ça posais à mes recherchistes était toujours la même. De quoi les gens parlent aujourd'hui? OK. Et de quoi pourrait-on leur parler dont ils pourraient parler demain? OK. Ça plaçait le bébé. C'était les deux parenthèses du champ d'action. Ça amène très bien. C'est simple, mais en même temps, c'est simple à dire, mais à le faire, c'est autre chose. Bon. Parlons de la télévision, parce que quand je jase à des gens, vous rappelez-vous dans André Arthur, Franck Fontaine, à la télévision, je ne sais plus qui était là aussi, là, qui faisait la météo, dans l'escabeau. Il y a eu quelques affaires, un peu de cabotinage à travers. Pas que ça, là, mais moi, j'ai des souvenirs comme ça très drôles. Mais j'ai dit, il était dominant. Parlez-moi du passage à Télé 4, dans le fond, c'est ça? Quand Télé 4 achète CHRC, quelqu'un à Télé 4, et je crois que c'était probablement Jean Pouliot lui-même, avait dit, il y a un talent à la radio, là, essayons donc de l'exploiter. Je me suis retrouvé animateur à la radio le matin et présentateur des informations à la télévision de Québec. Ça faisait des bonnes journées, André? Oh, oui. T'es jeune à ce moment-là, 40 ans? Moins que ça un peu. Moins que ça, 30, 35, parfait. Alors, j'ai commencé en 72 et j'ai continué jusqu'en 79. Quand même? Oui. Moi, on me dit qu'il n'y a pas de codes d'écoute qui sont approchés de ça. Bon, il n'y avait pas 4 saisons. C'est sûr. Bon. Il n'y avait pas tout le cadre partout, non plus, autant. Là. OK. Mais il y a une statistique que personne ne pourra jamais m'enlever. C'est la suivante. On était nez à nez avec les nouvelles locales de Radio-Canada à Québec. Et année après année, rating après rating, à tous les sondages, il y avait plus de jeunes de moins de 18 ans, je crois, qui écoutaient. Il y avait plus de jeunes de moins de 18 ans qui écoutaient nos nouvelles qu'il n'y avait de téléspectateurs au total qui les regardaient à Radio-Canada. Oh. On avait réussi à aller chercher les jeunes, à leur faire aimer l'actualité, l'information. Puis évidemment, on faisait ce qu'il fallait pour que ça les intéresse. Une demi-heure, c'est ça? Ça a été une heure, un bout de temps. Mais essentiellement une heure. Ça, on appelait ça aujourd'hui C'était l'invention d'un génie de l'information qu'on a eu à Québec qui s'appelait Louis Langlois, qui était à Télé 4, qui était un bonhomme extraordinaire. Comme beaucoup de directeurs de programmes et d'information, il avait qu'une seule faiblesse, il pensait qu'il pouvait faire le métier à l'écran. Il l'avait pas pantoute. D'ailleurs, c'était devenu, pour la gang, le sujet de faire. On avait beaucoup de respect pour Louis et aucune hésitation à le ridiculiser avec des farces et attrapes. Par exemple, il s'était réservé une petite émission d'entrevue dans laquelle, en direct, il faisait une entrevue avec quelqu'un. Je me souviens qu'un jour, c'est une entrevue avec Jean Garon, ministre de l'Agriculture de René Lévesque. Et Langlois, dans ce temps-là, on travaillait beaucoup avec des pagettes, gardait toujours sa pagette à la ceinture et à chaque fois qu'il s'assoyait en studio pour faire une entrevue, et cette fois-là avec Jean Garon, il y avait la téléphoniste du service pagette qui disait « Vous avez oublié de fermer votre pagette! » Mais il était live! Il pouvait pas... Non. On a fait... Dans le temps, il y avait... quand on émettait les nouvelles plaques, parce que maintenant, les plaques d'auto ne changent pas. Dans le temps, ils changeaient de couleur à tous les ans. Et à chaque fois, on envoyait dans les stations de télévision une fausse plaque qui était 000 Fleur de Lys 000. Okay. Voici le nouveau modèle. À chaque fois, on mettait ça sur son genre. À chaque fois, il se faisait poigner. Comment faire la différence, André, entre ce que vous avez fait à la télé avec succès et à la radio? J'ai l'impression que la radio, c'est la radio pour vous. C'est clair que c'est votre carrière, mais ça tend quand même à la TV. Ça ne peut pas être si banal. Il y avait toute une équipe. À tel point que je serais incapable... De tous les nommer, non. Oui, mais je peux essayer, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que c'était comme une recette qui a bien pogné à cause des gens qui étaient là. Il y avait Marie-Chou Dabadi, il y avait Robert McGrath, il y avait Louis Langlois, il y avait Bob Dawson, il y avait Jean Soucy, il y a eu Charles de Blois pendant un bout de temps. À l'écran, Franck Fontaine, c'est-tu? Franck Fontaine s'occupait de sport, oui. Oui. Puis la météo, c'était, comment il s'appelle? Je cherche son nom. Maudit, je le vois, là. Ah, d'accord. Peu importe. Il y a eu Chevrette.
Ouais, Chevrette. Il y en a eu Gilles- quelques-uns, peut-être Gilles sur 7 ans. Chevrette. Ouais. OK. Mais c'était vraiment un dream team, là. Et l'invention formidable de Louis Langlois était la suivante. Au lieu d'écrire des topos que vous allez venir réciter à la caméra, vous allez écrire des questions dont les réponses sont votre topo. Et Arthur va vous poser des questions, puis vous allez répondre avec l'information que vous avez à donner, avec les extraits sonores que vous avez à faire et tout. Et c'était révolutionnaire dans le temps. Ben oui. Et il y a même un film de Jacques, je sais pas qui, là, qui s'appelle Derrière l'image, fait par l'Office national du film, dans lequel on est cité. Ils sont venus nous voir parce qu'on faisait de quoi qu'on faisait jamais. Et même Bernard de Rome avait demandé nos rubans parce que lui aussi rêvait de faire ce genre d'entrevue informative plutôt que de déclamation de reportage. Non, ça, il y avait une formule unique, on appelait ça aujourd'hui le avec la date. Et ça a eu un succès bœuf. Bœuf. Ah, ça a marché. On sait que ça a marché. Ça a été... Mais jamais vous avez pensé de lâcher la radio. Jamais. La radio est un médium de sincérité. La preuve, si vous essayez de compter une menterie à votre blonde, faites-le pas au téléphone. Vous allez vous faire pogner de suite. Faites-le en personne ou faites-le avec une image. Vous allez pouvoir mentir plus facilement. Un des meilleurs exemples de ça, c'est Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain a jamais été capable de pogner à la radio alors qu'il a toujours eu un grand succès à la télévision. Pourquoi? Parce qu'avec ses simagrées, ses grands gestes, ses gros yeux, il donnait l'impression d'une grande sincérité. Quand je rencontrais des étudiants en communication, je leur disais toujours la même chose. Ce soir, vous allez regarder Jean-Luc Mongrain, à 4 saisons dans le temps, et vous allez noter tous les moments où il vous apparaît sincère. Demain, vous allez syntoniser 4 saisons, mais vous allez cacher l'écran et vous allez écouter Jean-Luc Mongrain. Et vous allez faire le même exercice. Et ça prenait un seul effort pour s'apercevoir que Jean-Luc Mongrain, c'était l'être le plus insincère qui a jamais été à l'écran. Il disait n'importe quoi. Du moment que ça il tentait de dire ou que ça faisait son affaire ou que c'était dans ses intérêts, il pensait jamais ce qu'il disait. Mais à la télévision, tout le monde pensait que c'était bien bon. Les masses en l'air. Les masses en l'air, le sémaphore à la François Paradis. Là. Mais ce qui était arrivé, ultimement, moi j'étais chum avec Yves Séguin, ministre de Bourassa, ministre du Revenu à un bout de temps, et ensuite ministre du Travail. Or, à cette époque-là, à toutes ces émissions, Jean-Luc Mongrain dénonçait fortement la CSST qui traitait mal les travailleurs, qui traitait mal ses dossiers. C'était rien que des incompétents, c'était rien que des pas bons. Il fallait, à tous les soirs. Et ça avait eu le don d'entrer en dessous des ongles de Robert Bourassa qui était plus capable d'endurer ça. Et qui, à chaque fois qu'il le voyait, disait à Yves Séguin, « Tu vas-tu le régler, le problème de la CSST? T'as-tu écouté Mongrain encore hier? » Bon. Et Yves savait plus quoi faire avec ça. Un jour, il m'appelle, il dit « On va luncher, comme on faisait, une fois ou 2 par mois. » Et il m'arrive avec le sourire du poulet qui vient de battre un renard. Il dit que c'est dans une bonne humeur. Il dit « J'ai réglé le problème Jean-Luc Mongrain pour Bourassa. » Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Il dit « J'ai nommé sa femme vice-présidente. » Il n'en a pas reparlé. Alors, je disais, la radio, c'est la sincérité. La télévision, c'est de la frime. Pour avoir l'air naturel à la télévision, il faut être maquillé. Tout est faux à la télévision. Dans les secondes qui suivent la fin de l'émission, le décor est disparu. J'ai vu des gens j'ai fait de la télévision très sérieuse à 6 heures le soir en vous présentant l'actualité en culotte courte. Parce que j'avais mon veston et ma cravate. On voyait que le haut. Ouais. Tout est faux à la télévision. Tout est faux. Tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui avec la télévision. C'est un médium destiné à mentir. Tu peux pas faire ça à la radio. À la radio, à la minute où t'es pas sincère, t'es démasqué.
C'est bizarre, mais je vous le dis, là, c'est tellement vrai. André, dirais-tu au sortir d'une longue carrière de même que les patrons t'enduraient, mais ils comprenaient pas ce que tu faisais? Absolument. Absolument. Il y a des patrons qui ont compris ce que je faisais. Ils regardaient le bottom line, ce que je veux dire, c'est que ça marchait, c'était payant, puis bon, ils bougonnent, mais... vois-tu, ma pire aventure, c'était ma dernière, parce que j'ai été confronté avec des patrons qui étaient des incompétents, mais dont le problème était qu'ils m'avaient embauché pour les codes d'écoute, que je leur ai livré des codes d'écoute, mais qu'ils étaient tellement mal foutus que leurs vendeurs ne pouvaient pas vendre mes codes d'écoute. OK. Donc, ils avaient tout le stress d'avoir Arthur en ondes et pas la récompense d'avoir vendu des commerciaux parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer leur vente. OK. Et pour moi, c'était une révélation. Aucun de mes patrons, de toutes mes années, n'a perdu d'argent en m'embauchant. Aucun. Il y en a à qui j'ai dit, et celui qui a été le début de la fin, c'est Patrice Demers. Pourquoi? Même Patrice Demers, on peut lui reprocher d'être un comptable. Vous savez ce que les comptables utilisent comme moyen anticonceptionnel? Leur personnalité. C'est un comptable. Et comme comptable, il compte tout. Il calcule. Oui. Et à un moment donné, on a eu 2-3 poursuites, en particulier là, à Choix, il y a eu Fillon. Ouais. Et Patrice Demers a consacré la fin de la radio d'opinion à Québec, lui-même à lui tout seul, parce que il a décidé de régler hors cours les poursuites. Et là, le mot s'est passé chez les écœurants. Il a changé de char cette année. Je vais vous faire une citation du sous-ministre à la justice du Québec, Robert Normand, ancien patron du Soleil. Lui, dans les cocktails, il disait à ses amis, « Vous voulez changer de char? » Poursuivez André Arthur. Parce que Patrice Demers voyait arriver une poursuite, oh mon Dieu, 200 000 $, parce qu'on n'a été pas fin avec quelqu'un. Ouais. Tout le monde savait que ça finirait, qu'un juge pourrait nous condamner à la rigueur à 5 000 $ puis des excuses. Okay? Même un des plus gros procès que j'ai eu, c'est un juge de Montréal qui devait venir, puis on a réglé avant que ça finisse, et le juge avait dit à mon avocat, en retournant à Montréal, c'est un avocat de Montréal, un juge de Montréal, ils voyageaient ensemble, sauver de l'argent, OK? Il avait dit, regarde, il dit, moi, je m'en allais y donner une pièce. Patrice Demers voyait une poursuite arriver, 200 000, mettons, là. On va donner 25, on va avoir la paix. Puis, c'est ça, on peut régler pour 5, on va être condamné à 5, mais ça va coûter 100 000 $ d'avocat. Donc, si on peut régler n'importe quoi en bas de 100 000, on le fait, peu importe la réputation de l'animateur. Donc, ils ont commencé à régler hors cours. Ils ont nuit à tout le monde. Je pense que Fillon était encore plus victime que moi dans cette affaire-là. Ils ont commencé à régler hors cours. Et ça, c'est Patrice Demers qui a commencé ça. Le célèbre Patrice Demers. Tu parlais des vendeurs tantôt. Pour avoir déjà entendu des vendeurs, mettons, qui se faisaient dire par un client récalcitrant qui disait « Ouais, là, tu me présentes ça, mais Arthur, il dit telle affaire. » Le vendeur, souvent, au lieu de défendre un produit qu'il devrait connaître, disait « Ouais, mais tu connais André, hein? » Comprends-tu? C'est pas ça, faut qu'ils disent. Hey, t'as peu, regarde les chiffres, là. Bien mieux que ça. De Verchères-Mercier, oui. C'est une légende à oui. Québec dans le domaine de la vente de radio. Probablement le deuxième plus grand génie après Wiseman, Jean-Claude Mathieu. De Verchères-Mercier, il écoutait mon émission et il avait du fun. Quand je bardassais quelqu'un un petit peu dans le monde des affaires, 10 minutes après, il était dans son bureau. T'as-tu entendu ce qu'Arthur a dit de toi, matin? Il dit, ouais. Ça a-tu fait mal? Il dit, oui. Ben là, regarde, profite-en, achète-en la publicité. Ça va faire le même effet. Il était bon, par exemple. Puis il vendait. Ben, c'est sûr. Mais le monde des affaires, malheureusement, est envahi par les comptables. Puis c'est des gens à courte vue, à court terme. Regarde, j'oublierai jamais. Moi, j'étais le chauffeur du Radio X dans ma carrière de chauffeur d'autocar. Dans la Ligue de hockey junior, oui, pourquoi, la Ligue de hockey semi-pro. Oui, c'est ça, semi-pro. Et Patrice Demers était propriétaire du Radio X. Ben oui. Il y avait une extraordinaire équipe. Oublie pas que Donald Brashear est venu jouer pour le Radio X durant le lockout de la Ligue nationale. Il y avait un gros club cette année-là. Hein? À la fin de l'année, les éliminatoires commencent. C'est la saison des sucres. Patrice Demers, comptable émérite,
décide d'organiser pour ses joueurs un gros party de sucre. Évidemment, avec de la bière, puis tout ce qu'il faut. Ils sont une vingtaine, il les invite. Et après les avoir invités, il ajoute, si vous voulez amener vos femmes, c'est 20 $. Mais non. De ce moment-là, les joueurs n'ont pas gagné un seul match. Ils sont pas allés au party. Ça, c'est un comptable. Il a compté. Puis il fallait pas compter. Comme si c'était cher. Dans ce temps-là, ça devait aller bien, là, aussi. Il y a des années où... c'est des années de... Faut parler de la politique. Moi, j'ai été un des plus surpris. Je sais que tu avais essayé... Ah non, j'ai moi le plus surpris. Tu avais mis le bout des pieds en politique provinciale en 94, dans le monde municipal en 97. J'avais l'impression que c'était juste pour barber un peu. Là, mais... Quand je me suis présenté contre André Boucher à la mairie de Sainte-Foy, c'était pour promouvoir la candidature d'indépendants à des postes d'échevin. En 97, ça. Peut-être. Oui. Et j'avais dit à tout le monde, si je suis élu, là, je demande des recomptages jusqu'à temps que je perde. Mon but n'est pas d'être maire de Sainte-Foy. Je disais même, mon but, c'est pas d'être mairesse de Sainte-Foy. Mon but, c'est de voir entrer une majorité d'indépendants. Puis je pense que j'avais réussi. Donc, j'avais fait ça. Puis après ça, je m'étais présenté au provincial. Il me semble que c'est contre Paul Bégin. C'est possible. Qui était le ministre de la Justice de René Lévesque. Et c'était encore là, c'était pour m'amuser. L'ironie un peu? L'ironie. J'avais fait une campagne électorale au complet pour un peu moins de 2 $ de dépenses. Mais en 2006, quand vous arrivez, là, Ça, c'est différent. OK. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je perds la radio. Ouais, OK, il faut travailler. Parce que si t'as abhorré ce domaine-là tout le temps, c'est curieux de vouloir y être. J'ai toujours prétendu que ceux qui faisaient partie d'un parti politique, c'était des mutants. J'ai bien pris soin de me présenter indépendant. Et je crois qu'il n'y a pas d'avenir en politique s'il n'y a pas d'indépendants. Mais ça, c'est personnel. Okay. Mais en 2006, l'expérience de Portneuf, la radio a un peu avorté. Okay. Patrice Demers a fait de son mieux, comme d'habitude. Et je me retrouve à me chercher une occasion là, de travailler. Puis, à un moment donné, je me dis, si je mettais mon nom sur le bulletin, qu'est-ce qui arriverait? J'ai été élu indépendant. Et ça, c'était pas pire. Ben oui, c'était pas facile. Mais le gros exploit, c'est que j'ai été réélu indépendant. Puis la troisième élection, ma job, c'était de battre le Bloc. J'ai battu le Bloc, mais le NPD est arrivé. Avec la vague. Grâce à la vague de sympathie pour le Layton, le menteur qui nous a fait croire qu'il était en forme, alors qu'il savait très bien qu'il était mourant. Puis élire n'importe qui, je m'en occupe à Ottawa. Puis qui était allé, à tout le monde en parle, avec sa petite canne en l'air puis l'éclairage jaune-orange, pour dire à tout le monde qu'il y aurait un monde meilleur. On l'a jamais vu venir, le NPD. D'ailleurs, j'ai été élu par battu par une pauvre fille qui a fait de son mieux. Elle-même devait être surprise, Jean. Comme plusieurs l'ont dit. Là. Il y a plusieurs qui sont rentrés à NPD. Mais j'ai quand même été, pendant 5 ans, député. Mais qu'est-ce que ça a donné au plan personnel, professionnel? Ça a été toute une aventure. D'abord... c'est enrichissant. C'était un trip de curiosité. OK. J'ai eu des belles surprises. J'ai rencontré à Ottawa, en particulier dans certains partis politiques, des gens que je respecte encore beaucoup. J'ai aussi eu la chance, grâce à Maxime Bernier, d'être sur un comité parlementaire, ce qui est jamais arrivé à un député indépendant. J'ai été le premier député indépendant, je pense, de l'histoire de la Chambre des communes à avoir un siège sur une commission parlementaire, celle de l'industrie, justement, dont Maxime Bernier était le ministre de l'Industrie. Ça a été extraordinaire comme expérience et j'ai adoré ça parce que c'était un endroit où je pouvais faire des entrevues. Quand il y avait des témoins qui venaient, je finissais par avoir mon tour, puis il y avait toujours un député conservateur ou NPD qui me passait une question ou deux en disant « Pose donc ça, moi j'ose pas » ou « Mon boss veut pas que je pose cette question-là, peux-tu la poser? » L'indépendant, ça. C'est ça, l'indépendant, c'est utile. Donc, ça a été passionnant. Ça a été une grande leçon aussi. Le comté de Portneuf est un comté extrêmement bizarre, à moitié riche, à moitié pauvre, parce que dans un même comté, tu as Saint-Uribe à un bout, puis le lac Beauport. C'est pas le même monde, c'est pas la même sociologie, là. C'est un comté où j'ai fait des erreurs, mais où j'ai eu la chance, grâce à M. Harper et au fait qu'il était minoritaire,
Harper avait donné des ordres en disant, si Arthur a besoin de quoi, vous y donnez, parce que il voulait mon vote à certaines occasions. Puis moi, j'avais fait un deal avec Maxime Ça a été Bernier. bon Portneuf là-dessus. C'est ça. Portneuf a eu plus d'investissements fédéraux durant le temps que j'étais là que n'importe quel autre comté conservateur au Québec. Pas mal fier de ça, moi. Parce que quand j'arrive là, puis que je vois la pauvreté de l'ouest de Portneuf, Jacques-Cartier, je me dis, je peux bien aller à la Chambre des communes, puis faire le zouf, puis m'amuser, puis faire chier tout le monde, puis jouer mon rôle. Mais ça donnera rien aux gens de Portneuf. Mais si je réussis à dealer mon indépendance par rapport aux conservateurs minoritaires, peut-être que je peux apporter dans mon comté. Malheureusement, en faisant ça, j'ai aussi fait une erreur, c'est que je me suis beaucoup appuyé sur le monde municipal dans Portneuf-Jacques-Cartier, et le monde municipal, c'est un marécage. Oh. Un marécage. Malodorant. J'ai rencontré peut-être 2 ou 3 maires dans Portneuf-Jacques-Cartier durant tout le temps où j'étais là, que je respecte encore. La majorité des gens que j'ai connus dans le monde municipal, c'était des ordures. Des petites gens qui commettent des petits crimes pour faire des petits profits, des minables. Est-ce que c'est vrai que M. Harper a tout fait pour vous amener chez les conservateurs? Non. OK. Non. Et même, moi, dire bien honnêtement, la dernière élection, là, si j'avais pu, je serais peut-être devenu conservateur parce que je commençais à trouver que c'était le fun, que c'était un groupe que j'appréciais. J'étais prêt à faire des concessions si eux étaient prêts à en faire. Et je sais qu'il y a eu dans la direction... M. Harper, il m'aimait bien. Quelques personnes autour de lui m'appréciaient. Maxime Bernier et moi, on était des amis. On est des amis. Puis soudain, je me suis aperçu que le fond conservateur dans la région de Québec en particulier n'est pas très recommandable. Il y a beaucoup d'insignifiants, puis il y a beaucoup de gens qui... pas sûr qu'ils sont honnêtes. Et il y avait à ce moment-là des gens très influents dans le Parti conservateur qui me détestaient pour des choses qui avaient été faites autrefois. Dis-moi, André, au plan personnel, je n'ai pas touché beaucoup à ça, mais comme ça a été public, le cancer de la prostate en 2006, ça t'a amené à réfléchir autrement pour la suite des choses? Non. Non. Un cancer. YP. Un jour, il y a un gars que j'aime bien qui me dit « Mon père est atterré, il pleure, il dort plus, il vient de dire qu'il a le cancer de la prostate, peux-tu y parler? » Je lui dis « Bon, pas pourquoi je l'appellerais, je le connais pas, mais s'il veut me parler, dis-moi, voici mon numéro. » Le téléphone sonne. C'est un tel. J'ai dit « Comme ça, vous avez un cancer de la prostate? » Il dit « Oui. » J'ai dit « Est-ce que vous chiez en vos culottes? » Il dit « Non. » « Reconnaissez-vous encore vos enfants? » Ben, oui. OK. C'est juste un cancer, câlisse. Et ça a été exactement mon attitude. Donc, la peur qui peut être inhérente au mot cancer, parce que c'est un des pires mots de la... Ça fait peur, mais la mort aussi, ça fait peur. Mais à un moment donné, il faut que tu assumes ta destinée. Oui, on va mourir. Peut-être ça va être de ça. Puis, j'ai été traité plutôt bien. Ça fait que je me plains pas trop. À l'âge où vous êtes rendu, André, qu'est-ce que vous retenez comme étant le plus agréable de votre carrière? Qu'est-ce qui a été le plus fun dans votre carrière? L'absence totale et intégrale de routine. Je me suis levé pendant des milliers de matins sans savoir ce que je ferais. C'est vrai que c'est passionnant. C'est un beau cadeau de la vie, ça. C'est un beau cadeau. En vivre aussi, tu sais, dans le fond, bien vivre avec ça. Parce que tu le fais pas pour ça, mais quand tu es content, quand ça va bien. J'ai été bien traité. Avec qui, si vous aviez pu, avec qui vous auriez aimé travailler? Que j'ai pas travaillé Sans avec? dire que c'est des regrets, juste, tu sais, un feu ou quelque chose. J'aurais aimé ça travailler. L'homme avec qui j'aurais refait ma carrière au complet comme second violon, c'est Jacques Proulx. J'ai travaillé un peu avec Jacques Proulx. C'était un homme, le père de Caroline, la ministre. Oui. Jacques Proulx est un des hommes les plus généreux que j'ai jamais croisé autour de micro. Une des belles voix aussi, on est d'accord? En plus. Oui. Drôle et aussi pas prétentieux. Ce gars-là n'était pas journaliste, un animateur. Il donnait la météo puis les résultats de la loterie. Mais il n'a jamais posé une question dont il ne connaissait pas la réponse. Et
je me souviens que moi, j'ai remplacé René Lévesque à CKAC. René Lévesque avait été embauché comme commentateur politique dans l'émission de Jacques Proulx. Et à un moment donné, M. Lévesque est venu pour se lever, mais il était mort. Et là, ils se sont dit, il faut remplacer René Lévesque. Ben oui. Alors, les bonzes de télémédias... Ça prend une grande pointure. Philippe de Gaspé, Beaubon, pas cher, et puis toute sa gang ont commencé à dire, faut remplacer René Lévesque. Alors, il a dit, on va essayer Claude Charron, on va essayer Léger, on va essayer un, on va essayer l'autre. Ils sont tous passés une semaine. Puis là, à un moment donné, les bons disaient, ouais, c'est un tel qui est le meilleur, hein. Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Et Proulx avait dit, ils sont tous bien bons, là, puis on décidera plus tard, je veux essayer André Arthur. T'es pas sérieux? On peut pas remplacer René Lévesque par André Arthur. Ben voyons. C'est pas la même classe. Ben non, puis surtout à Montréal, c'est le morceau de cochon. Je suis allé faire ma semaine. Et j'ai été embauché pour remplacer René Lévesque auprès de Jacques Proulx. Et Jacques Proulx m'a traité avec une générosité. On a eu du fun. On a ri. On a braillé ensemble. On a eu du plaisir. Et si je pouvais, avec un coup de baguette magique, me rasseoir au micro de Jacques Proulx, je le ferais gratis, bénévole. Dernière question. On est en 2020, même si on dit qu'une société n'arrête pas d'évoluer, on a l'impression que l'étau se resserre plus que jamais sur la liberté d'expression, à bien des égards, pas juste en radio. Totalement. C'est épeurant. Il n'y a rien qui nous dit que ça va changer. Là. Non, ça pourra pas s'améliorer. Okay? D'abord, un gouvernement n'a jamais volontairement donné plus de liberté au monde. Jamais. Jamais, jamais. Dans toute l'histoire de l'humanité. La liberté, ça se gagne. Ouais. Maintenant, il n'y a plus personne pour se battre pour ça. Tu peux plus parler parce que les seuls qui ont le droit de parler, c'est ceux avec qui tu es d'accord. Tu peux tout dire à condition de dire ce que les gens veulent que tu dises. À la minute où tu sors de ça, t'es écarté, t'es ostracisé, t'es méprisé, t'es menacé, t'existes plus, puis c'est fini. Et je pense qu'au Québec, c'est peut-être pire qu'ailleurs encore. On a une petite mentalité comme quoi la liberté d'expression est réservée à ceux avec qui on est d'accord. Et si quelqu'un dit quelque chose qu'on n'aime pas, on veut pas discuter, parce qu'on a toujours le droit d'ignorer quelqu'un. On veut pas l'ignorer, on veut l'attaquer, on veut le faire taire. Puis ça, je vois pas de porte de sortie, je suis extrêmement pessimiste. Merci André Arthur. Merci à vous.